Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Casque et la Plume, le format de débat du Collimateur, j'ai le plaisir de recevoir 3 des habitués en casque et en plumé traditionnel. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, Olivier. Ne me regardez pas comme ça. Tout d'abord, Ulrike Frank, senior policy fellow à l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations. Bonjour Ulrike. Bonjour Alexandre. Ensuite, Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour Elie. Bonjour Alexandre, sans casque et sans plume. Oh, écoutez. Attendez, peut-être qu'il y aura le goudron et les plumes à la fin, on verra. Et enfin, Olivier Schmitt, professeur à l'Académie royale de défense du Danemark, à l'occasion d'un de vos passages par Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, actualité chargée et vraiment beaucoup de choses dont on pourrait discuter dans ce format et dans cet épisode, dont on va discuter d'ailleurs, parce qu'on s'est dit qu'on ne se cantonnerait pas forcément à un seul sujet, comme c'est d'habitude le cas. Mais parce que la plupart des choses dont on voulait parler sont relativement connectées, notamment autour du thème central de la menace russe, depuis l'Ukraine jusqu'au service militaire, en passant par le discours du chef d'état-major des armées et la polémique qui en a découlé devant l'Assemblée des maires de France. Mais avant tout, et pour lancer les choses, on va commencer par ce qui se passe en Ukraine, et spécifiquement les divers plans de paix qui ont été lancés depuis, une grosse semaine, 10 jours. Ça a évidemment commencé avec le plan/ultimatum de Donald Trump en 28 points, dont pour l'essentiel on avait quand même l'impression qu'il avait trouvé la liste au Père Noël de Vladimir Poutine, notamment le fait que l'Ukraine devait se retirer du reste du Donbass, mais aussi reconnaître la souveraineté de facto de la Russie sur la Crimée, Louhansk et Donetsk, mais aussi la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la limitation de la taille de son armée, le non-envoi de forces otaniennes en Ukraine. Bref, toutes sortes de choses qui donnent au pouvoir russe ce qu'il veut sans rien lui demander ou presque, comme si ils avaient de fait gagné la guerre, avec en plus un petit racket américain sympathique sur les fonds qui seraient réinvestis en Ukraine, dont on reparlera peut-être. Il y a ensuite eu la contre-proposition européenne en 28 points, peut-être devenue 19 ensuite, selon comment on formule les choses, qui globalement enlevait tous les éléments parfaitement inacceptables de la proposition, ce qui fait que je lui prédis pas un grand avenir comme base de négociation acceptable pour Moscou. Et pour simplifier les choses, on s'est donc dit qu'on allait lancer la discussion autour d'une 3e proposition, qui est un article, comme c'est rituel pour ce format, de Ryan Evans sur l'excellent site War on the Rocks, qui propose lui un plan en 15 points pour les négociations. Alors on va avant tout préciser qu'il ne dit pas que c'est la solution qu'il souhaite, ni même que c'en est une qui peut être adoptée maintenant, mais que c'est une base de négociation qui lui paraît productive, et notamment parce qu'un des points centraux, c'est qu'il ne donne rien de trop précis, qui risquerait d'être refusé a priori, notamment pas des chiffres de limitation de l'armée ukrainienne ou des territoires qui devraient être échangés ou reconnus de facto, comme c'est le cas dans les 2 plans officiels. Il y a d'autres éléments, notamment la déconnexion de la ligne de cessez-le-feu des revendications territoriales, mais bon, bref. Pour commencer, j'aurais quand même aimé vous entendre vos impressions sur ce que vous pensez donc, de cette proposition, et donc en filigrane aussi des défauts des 2 autres plans de paix tels qu'ils ont été proposés. Je ne sais pas qui veut commencer. Ulrike ? Si tu veux, je vais bien. Oui, donc ce qui est important, c'est que Ryan ne propose pas vraiment un plan tout fait comme justement c'était le point de 18 points. Là, c'est plutôt une sorte de processus. En fait, il dit aussi ce serait plus effectif d'avoir une liste de principes pour négociation. Et c'est ça qu'il propose. Et je crois que ça, c'est très, très malin parce que c'est en fait comme ça qu'on commence une négociation. Comme ça, on arrive à mettre les parties à la même table et on se met d'accord comment est-ce qu'on fait, quels sont les points qu'il faut discuter. Parce qu'a priori, il ne propose pas, comme tu l'as dit, par exemple, il dit il y aura des limites sur les forces armées, mais il ne dit pas c'est à 600, 800 000 pour les Ukrainiens. Ce qui étaient les 2 seuils qui avaient été retenus par alors, le plan en 28 points, le plan trumpien, c'était 600 000. Tout le temps, le plan européen c'était 800 000 en temps de paix, ce qui fait une grosse différence, mais en tout cas il y avait déjà un chiffre qui forcément c'est un point forcément d'achoppement d'une manière ou d'une autre, quoi. Et en plus il dit aussi s'il y a ces limitations, ça va être des 2 côtés, parce que là dans les autres plans c'était les limitations pour l'Ukraine, mais pas pour la Russie, c'est qui est quand même un peu bizarre et même impossible. Mais bon, il propose quand même des choses. Une chose, et qui d'ailleurs c'est aussi, je crois, le point principal que lui, à la fin, il mentionne comme être le plus difficile, si tu veux, c'est qu'il parle de l'amnésie, c'est bien ça
pour les Amnesty, pour les crimes. Les amnisties sont-elles des amnésies? Debate, vous avez 3 heures. Donc les amnesties pour les responsables politiques, mais surtout en fait pour les heads of state, donc surtout Poutine en fait, qu'il ne sera pas poursuivi pour ces crimes, mais il dit qu'il y aura qu'il peut y avoir des qu'est-ce qu'il dit? Specific categories of war crimes and crimes against humanity will be addressed through a designated legal mechanism. Donc, les crimes de guerre seront poursuivis, mais il y aura des amnesties, des différentes hiérarchies, si vous voulez. C'est là qu'on voit qu'il ne se place pas, il le dit par ailleurs, autour de ses propositions. Il ne dit pas que c'est ce qu'il faut, il dit pas que c'est ce qu'il faut dans l'absolu, il ne dit pas que c'est ce qu'il veut. Mm-hmm. Il dit, fonctionnellement, si on veut qu'un régime dirigé par Vladimir Poutine se mette à la table des négociations, on va avoir du mal à ne pas mettre le fait qu'il ne va pas être poursuivi dans les négociations, quoi. Exactement. Et donc, voilà, il y a des propositions comme ça. Et je trouve qu'il y a plein de points qui sont très bien là-dedans, surtout, par exemple, le point 6 sur la différence entre... ceasefire lines et border recognition, donc les lignes de cesser le feu et les vraies frontières à la fin, et que ce n'est pas forcément la même chose. Donc on peut avoir des lignes de cesser le feu et après on négocie sur les frontières. Donc ça, je trouve que c'est très important. Donc voilà, a priori c'est un bon processus, comment on peut commencer à avoir des négociations. Et pour moi, en fait, ce point de 28... le plan de 28 points qu'on a vu là, une des choses qui m'a le plus frustrée, en fait, c'était que c'était tellement mal fait et que clairement on voyait à quel point, c'était non seulement il y avait des points horribles qui venaient clairement de la Russie, mais aussi c'était juste mal fait, c'était clairement mal préparé. Il y avait des fautes là-dedans. On parlait des traités de START qui n'existent plus. Il y avait un truc genre comme quoi on n'a pas le droit d'attaquer Moscou et Saint-Pétersbourg par des drones. Mais bon, on a par les missiles, je crois. Mais bon, on a alors le droit d'attaquer d'autres villes russes avec les drones. Enfin, je ne sais pas. Il y avait des vraies fautes, quoi. C'est le moment où il faut préciser qu'on a appris quelques trucs sur la manière dont ce plan a été construit, essentiellement par des envoyés, donc Kirill Dmitriev, qui est un personnage un peu louche, avec une forte connexion aux États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis, il est par ailleurs marié à une des meilleures amies de la fille de Vladimir Poutine. Voilà, et sans doute avec Steve Witkoff, pour lequel j'ai appris un de ses surnoms assez récemment, qui est assez bien, qui est Dim Philby, donc comme Kim Philby, mais un peu épais, quoi. Espion et taupe soviétique. Exactement. Mais voilà, dire ça a été fait assez clairement sur un coin de table, sans du tout investir les appareils diplomatiques. Donc c'est la manière trumpienne, c'est de penser que ça va mieux et ça se passe mieux quand on court-circuite les administrations. Après, le problème, c'est que c'est quand même des gens dont c'est le métier, donc quand ils sont pas là, en fait, il y a des conneries qui restent. Et justement, je voulais finir sur ça, parce que pour moi, ce plan-là, enfin, comme je dis, c'est plutôt une sorte de processus-là. Ça, c'est la version experte. Ça, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est pas comme si Ryan est le diplomate en chef américain non plus, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui se connaît, qui en réfléchit et qui propose quelque chose qui pourrait aboutir à quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien. Et comme tu dis, Alexandre, avec l'autre plan, on voit vraiment qu'est-ce que ça donne si on met du côté, tous les experts et met en place des gens qui ont clairement jamais fait ce genre de plan ou de négociation. On peut ajouter simplement un corollaire, c'est que procéder comme ça par des intermédiaires un peu louches, c'est quand même un truc très caractéristique des régimes dictatoriaux. Donc venant de la Russie, c'est pas très étonnant, ça fait très longtemps qu'ils procèdent comme ça. Venant des États-Unis, c'est un peu plus neuf quand même globalement, et un peu plus associé directement à Trump. Je sais pas qui veut enchaîner, non. Olivier. En fait, c'était le point que je voulais faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui me frappe dans ce processus, c'est que je crois que c'est un article du Wall Street Journal qui avait montré qu'il y aurait eu
des discussions sur des intérêts financiers des proches de Trump avec la Russie en cas d'accord de deal sur la paix entre Russie et Ukraine. Faisons semblant d'être choqués, surpris. Non, mais voilà. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que ce à quoi on est en train d'assister en ce moment aux États-Unis, c'est quand même un transfert de richesse publique vers des milliardaires privés tout à fait hallucinant. Dans un des papiers que j'ai publié d'ailleurs pour Politique étrangère, j'appelle ça faute de mieux la russification des États-Unis. On voit clairement une espèce d'oligarchie, une kleptocratie qui est en train de se mettre en place. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a deux kleptocraties qui négocient ? En fait, l'intérêt national tel qu'il est traditionnellement défini n'est pas vraiment quelque chose de pertinent comme mesure de pourquoi est-ce qu'on aboutit à tel accord. Ce qui compte, c'est quel est l'intérêt financier des personnes impliquées. Et on voit bien en ce moment qu'il y a deux diplomaties américaines entre ce que tente de faire Marco Rubio et ce que fait Witkoff autour de Trump. Il y a quand même deux lignes qui sont relativement en affrontement. Une ligne kleptocratique et une ligne plus proche de ce qu'on considérait comme étant l'intérêt national défini de manière traditionnelle. Et ça, effectivement, c'est nouveau, mais c'est vraiment un facteur à prendre en compte et c'est des questions sur lesquelles nous, Européens, on doit aussi se positionner. Bon. Beaucoup de choses, évidemment, dans tout ce qui s'est passé, dans toute cette séquence. Si on essaie de prendre vraiment un peu de recul, d'abord, ça pose la question de comment on termine une guerre. Qu'est-ce que c'est que la cessation des hostilités, la différence avec la paix. On n'arrête pas de parler de plan de paix. On sait que, en fait, pour beaucoup des conflits armés, ils ne se terminent pas par une paix, mais en fait simplement par une forme de cessez-le-feu, quelle que soit la forme qu'on lui dit, ou du fait qu'on arrête de tirer des coups de fusil, mais c'est pas forcément la paix. C'est une réflexion à avoir déjà sur le contenu de tout ça, et qui l'a fait et qui peut la négocier. Et qu'est-ce que c'est que la technique d'une négociation ? Qu'est-ce qu'une médiation ? Ce que les États-Unis ont essayé de faire, c'est-à-dire de négocier une paix en n'étant pas belligérant ni véritablement médiateur. En fait, ils se sont pas comportés comme des médiateurs au sens de ce qu'implique la neutralité d'un médiateur dans les conflits armés. On sait que là aussi il y a toute une littérature sur ce que c'est qu'une médiation. Les États-Unis ont essayé de négocier à la place des Ukrainiens ce que eux leur semblerait acceptable pour que l'Ukraine, de ce que l'Ukraine devrait lâcher selon eux. Mais d'une certaine manière, il y a un gros problème dans la démarche américaine et un problème qui n'est pas, je vais reprendre les termes qu'on a eus pour la réforme des retraites, il n'est pas paramétrique mais principiel. C'est-à-dire que c'est pas les... Bien sûr, il y a plein de problèmes dans les paramètres qu'évoque le plan Trump, et que le contre-plan européen et dans une certaine mesure la contre-proposition de Ryan Evans dans le texte que tu nous as fait lire pour aujourd'hui cherche à revoir les paramètres en disant oui, non mais ça c'est un problème, peut-être que on devrait pas mettre 600 000 hommes mais 800 000 hommes, ou alors comme voilà le texte de Ryan est évidemment encore plus intelligent en disant bon, on va même pas s'engager sur des chiffres ou sur ceci ou sur cela, mais plutôt partir sur des principes. Mais il y a un problème principiel ou structurel d'abord qui est que tout ça, on suppose que c'est normal de négocier à la place d'un des deux parties au conflit, en l'occurrence celui qui est agressé, quelle devrait être la voie de sortie et de cessation des hostilités qui est acceptable. Et ça, de ce point de vue-là, je pense qu'aucune des contre-propositions ne répond aux problèmes fondamentaux, qui est que historiquement et empiriquement, les guerres s'arrêtent quand les deux parties au conflit trouvent un point d'équilibre qui leur semble plus intéressant à avoir que la poursuite des hostilités. Et ça, il le dit à un moment, et c'est important, la Russie ne s'arrêtera que lorsqu'elle estimera qu'elle aura plus d'intérêt à s'arrêter
que à continuer en fonction de ce qu'elle espère obtenir par les armes. C'est à la toute fin de l'article, il dit de toute façon le préalable de tout ça c'est d'envoyer beaucoup d'armes à l'Ukraine parce que tant que la Russie pense que le temps joue pour elle, ils n'ont aucun intérêt à négocier. D'où tout un tas d'implications qu'il a à la fin qui sont un petit peu contre-intuitifs par rapport au contenu de ses propres points, qui sont de dire en fait si on veut arriver à ça qui est une mais c'est normal qui est une paix qui est une forme de cessation des hostilités ambiguë. À ce stade, il faut rééquilibrer le rapport de force de manière à affecter le calcul russe. Est-ce qu'il est optimiste ? On en parlera peut-être plus pour la suite. Je pense qu'il est trop optimiste sur la capacité à affecter le calcul russe avec ce qu'il propose. Mais je pense que c'est important. Donc enjeu principal, comment se terminent les guerres ? Qui peut négocier une cessation des hostilités ? Je pense qu'on manque aujourd'hui d'une réflexion sur ce système et sur l'équilibre stratégique qui permet d'y parvenir. Olivier ? Oui, non, c'était le point que je voulais faire. La question fondamentale reste toujours quel est le coût que l'on est prêt à faire supporter à la Russie pour faire changer son comportement, et ce qui a forcément un coût pour nous, qu'on le veuille ou non. Mais si on veut que la Russie change de comportement et moins d'intérêt à poursuivre la guerre que de l'arrêter, il faut qu'elle ait un coût. Je trouve assez intéressant que les Ukrainiens aient apparemment maintenant décidé de couler des navires de la flotte fantôme russe qui transporte le pétrole. Alors je pense que tous nos pro-russes habituels vont se découvrir un subit intérêt pour l'environnement et pour le droit international maritime dans ces questions-là. Mais c'est aussi une question de comment est-ce qu'on fait porter le coup à la Russie de ses actions. Et on en a discuté plusieurs fois autour de cette table, mais il y a quand même eu une escalade de la pusillanimité des Européens où on a en fait toujours eu peur de cette prétendue escalade russe, et il y a un effet cumulatif de notre attente à soutenir l'Ukraine. C'est que ce qu'on n'a pas fait en 2022-2023, on le paye en 2024-2025. Ulrike ? J'aimerais bien poser 2 questions au groupe, parce que je me suis posé ces questions. Donc, premièrement, il y a le 4e point sur les zones démilitarisées. Et donc, il propose que les 2 parties agree to the principle of establishing demilitarized zones along the line of contact. Donc, des zones démilitarisées sur la ligne de contact. En fait, je me suis juste posé la question, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est forcément... Je trouve ça très intéressant que c'est là-dedans, parce que c'est une des choses où on croit que ça va probablement se produire. Mais pourquoi est-ce que ça va être nécessaire ? Qu'est-ce qu'on pense ? Ça m'intéresse tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez ? Et deuxièmement, sur le point 10, il y a un point sur les Return on Investment Models, rather than simple aid. Donc, c'est pas juste de l'aide pour la reconstruction ukrainienne, mais il y a il y a l'investissement. Et là, bien entendu, j'imagine que ce point vient un peu du point de plan de 28 points qui est très ciblé justement sur le Return on Investment pour l'administration Trump. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez ? Et aussi, et là je sais tout simplement pas, parce que moi j'ai pas fait des recherches sur d'autres contrats ou traités de paix. Est-ce que ça s'est déjà fait ? Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on connaît, cette idée de il y aura un traité de paix, mais il y aura des gains financiers pour en fait, ceux qui aident, c'est ni un parti ni l'autre, c'est les médiateurs, les supporters et tout. Moi, ça me dit quelque chose, c'est plan de paix pour Gaza. Déjà, je ferai la même chose. Très clairement, avec une influence revendiquée. Je laisserai peut-être Olivier parce qu'il regarde beaucoup ces aspects géoéconomiques, et je pense que c'est très intéressant. Historiquement, il me semble qu'on avait l'idée de réparation de guerre, et ça pouvait être intégré pas forcément d'ailleurs dans l'armistice ou dans la cessation des hostilités elles-mêmes, qu'effectivement dans les traités de paix de long terme. Mais d'ailleurs, on a vraiment une volonté de couper dans les virages sur ces négociations, encore une fois, entre cessation des hostilités, qui est un acte militaire, sécuritaire et technique,
et les données politiques ensuite d'un accord de paix de plus longue durée, et en fonction du rapport de force et malgré tout de celui qui émerge d'un armistice comme le gagnant et le perdant, ensuite on a une coloration de ces accords politiques de plus long terme, et là le problème c'est que c'est pas le cas, ou en tout cas il n'y a pas d'accord sur qui émerge comme vainqueur, ou en tout cas comme gagnant de ces affaires-là. Sur la zone démilitarisée, je voulais revenir là-dessus, et sur ce que proposent à la fois les plans dans une certaine mesure et encore plus Ryan Evans dans son texte, sur lequel moi je suis très sceptique. C'est l'idée de dire on va avoir un cessez-le-feu qui devra être surveillé avec une belle zone démilitarisée, avec des observateurs de part et d'autre qui vont monitorer, qui vont compter le nombre de violations de part et d'autre, ce qu'on a dans pas mal de conflits armés, ce que fait la FINUL au Sud-Liban et ce que devaient faire les observateurs des OSCE, de l'OSCE après les accords de Minsk. On voit le caractère extrêmement peu dissuasif de ce type de dispositif quand on est face à des acteurs comme la Russie, par exemple. Et aussi, ça finit jamais. Hein. C'est un peu ça, Kosovo et tout, il y a exactement. Toujours des gens que c'est un peu... Alors bon, Kosovo, c'est un petit peu différent. Oui, mais terminé, hein. Mais c'est un petit peu différent parce qu'en fait le résultat politique, enfin en Yougoslavie, la Serbie a perdu, et en fait c'est un autre ordre qui s'est installé. Ensuite vous pouvez avoir des spoilers de guerre, des gens qui essayent de faire capoter la mise en place de la paix, mais quand vous n'avez pas véritablement de vainqueur ou de perdants de part et d'autre, en fait ces types d'observations, si chacun veut les respecter, il les respecte. Si ils veulent le violer, il le viole d'une certaine manière, et c'est pas la mise en place d'une structure d'observation. Enfin, moi, je suis assez sceptique sur ces structures d'observation. Elles permettent de faire des beaux rapports à l'ONU et d'expliquer le nombre de violations quotidiennes d'un cessez-le-feu, mais c'est pas ça qui est, encore moins aujourd'hui, malheureusement, dans le poids actuel déclinant du droit international public, qui dissuade, justement, et c'est un terme qui n'est pas employé jusqu'à présent, mais qui me semble absolument nécessaire pour comprendre une issue potentiellement gelée du conflit en Ukraine, une capacité à dissuader la Russie de relancer son agression à grande échelle. Et ça passera pas par des équipes d'observation, ça passera par l'anticipation de coûts certains, aussi bien sur le plan politique, économique, mais aussi militaire, et ça sera pas fait par une agence de l'ONU ou pour l'OSCE, ça sera fait de fait par ce qu'on appelle aujourd'hui une coalition des volontaires, de gens qui sont prêts à imposer ce coup-là face à l'hypothèse d'une reprise de l'engagement à large échelle. Et donc là, on retombe sur ces fameuses garanties de sécurité dont aucun des trois documents dont on parle actuellement n'a voulu préciser la nature, et là pour le coup le mécanisme, etc. Alors c'était peut-être à dessein. Moi j'ai tendance à dire, dans le plan Trump, comme dans la contre-proposition européenne, comme dans la proposition de War on the Rocks, finalement on a la capacité pour les Européens d'avoir un arrangement de sécurité séparé, en disant l'Ukraine est un pays souverain, on a nos propres arrangements, on décide de déployer des troupes en Ukraine par ailleurs. En même temps, évidemment, ça change profondément l'esprit de la négociation telle qu'elle elle se présente ici. Enfin, d'une manière générale, mais ça rejoint ce que disait Olivier justement, il y a quand même, c'est frappant de voir à quel point 35 ans d'opérations de maintien de la paix, diplomatie et de multilatéralisme internationaux ont complètement viré toute notion de grammaire de la force et de grammaire militaire. Il y a vraiment cette dimension, aussi bien pour les négociations complètement incantatoires qu'on a vu dès les premiers jours de 2022. Mais si on négociait avec Vladimir Poutine, il arrêterait. Mais négocier quoi ? Enfin, l'idée qu'il faille un rapport de force pour négocier quelque chose est quelque chose qui est quand même profondément... Et le proxy de ça a été les sanctions économiques. Les sanctions économiques vont ravager la Russie, et donc on peut négocier à partir simplement des sanctions économiques. Mais le fait est que s'il n'y a pas la grammaire de la force, il n'y a rien, et on tombe toujours sur cette même chose-là on se cogne la tête depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, sans jamais apprendre cette leçon-là qu'on a connue quand même, peut-être pendant 5000 ans d'histoire de l'humanité quand même. Olivier ? Alors, sur le principe, oui. Effectivement, pour avoir une forme de paix durable, il faut qu'en fait, il y ait une dissuasion mutuelle qui soit établie.
voudrais juste revenir sur la question des observateurs, parce que de ce que je comprends, les observateurs ne seront pas une force de maintien de la paix, et certainement pas d'imposition de la paix, c'est clairement pas le but. Mais je suis d'accord avec toi que s'il y a seulement des rapports, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on pourrait imaginer un mécanisme où, en fonction des violations avérées ou non, les rapports de ces observateurs conditionnent la levée progressive des sanctions économiques envers la Russie. Donc, on pourrait, à partir de ces observateurs, faire une espèce de mécanisme d'incitation qui ne peut pas être le seul. Je suis tout à fait d'accord sur l'aspect militaire et dissuasif, mais ça pourrait être un levier d'incitation de dire, si vous comportez bien, petit à petit, on va commencer à lever les sanctions. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, les observateurs tout seuls ne servent à rien, mais si on les lie à un mécanisme d'incentives, pardon pour l'anglicisme, d'incitation, voilà, de motivation, ça peut avoir pour moi une utilité dans un contexte plus large qui comprendra effectivement des garanties de sécurité, un mécanisme dissuasif dont la forme reste à considérer. Mais voilà, tout ça doit faire un assemblage. Ce truc-là, on l'a déjà vu jouer dans les accords de Minsk, et puis d'une manière générale. Oui, mais dès qu'il y a des observateurs, les deux belligérants, on appelle work the refs, travaillent les arbitres, les accusent, tentent de faire pression. Oui, et en fait, les observateurs sont assez sensibles à plein de pression, contrairement à ce qu'on pense. En fait, quand il y a un des deux belligérants qui dit « mais eux sont corrompus », en fait, ça influe considérablement le travail des organismes, de tous les observateurs, tous les agents internationaux, et du coup le truc tombe comme à chaque fois très vite, quoi. Mais dans les accords de Minsk, ils étaient liés à strictement rien comme mécanisme d'incitation ou de contrainte. Ils faisaient des rapports, et ensuite les deux pouvaient s'accuser mutuellement à l'OSCE dans la réunion du mercredi en disant « Regardez, le rapport de vos observateurs dit que vous êtes méchants, non, c'est vous qui êtes méchants », et tous les mercredis, le même rituel recommençait. C'était pas lié à un mécanisme contraignant. Je relève simplement que pour que ça marche, ça implique que la Russie accepte un dispositif où elle est soumise à une levée progressive des sanctions, donc elle accepte d'être soumise à quoi que ce soit, par la communauté internationale, ce qui est le truc qu'en l'état, ils ne sont absolument pas disposés à accepter, et qu'ils ne seront absolument pas disposés à accepter tant qu'il n'y a pas quelque chose qui résiste fondamentalement en face de... Et c'est pour ça que je dis que ça doit faire partie d'un assemblage, c'est pas tout seul. Et par ailleurs, ça repose, et ça c'est ma critique principale du document, sur, à mon avis, une analyse erronée du calcul coût-bénéfice vu de Moscou de toute cette affaire-là, en surestimant l'importance du facteur économique vu de Moscou, ou l'attachement qu'ils ont, que ce soit aux avoirs gelés, que ce soit aux sanctions, etc., par rapport à l'enjeu proprement politico-stratégico-identitaire, je ne sais pas comment dire, de toute cette affaire telle que pilotée aujourd'hui par le Kremlin et en particulier par Vladimir Poutine, qui me rappelle, moi, un petit peu les erreurs d'analyse que les Américains avaient commis au Vietnam sur l'imposition des coûts sur le Nord-Vietnam pour la poursuite de la guerre au Sud. C'est-à-dire que pendant la guerre du Vietnam, Thomas Schelling et un certain nombre d'économistes stratèges adeptes de la théorie des jeux avaient dit, finalement, le Nord-Vietnam soutient l'insurrection au Sud. Si on augmente graduellement et de façon crédible le coût de ce soutien, il y a un moment où le coût va dépasser le bénéfice et ils vont arrêter. Simplement, tous les acteurs rationnels se comportent comme ça, évidemment. Simplement, on avait sous-estimé très largement le coût que les Nord-Vietnamiens étaient prêts à accepter pour réintégrer ou réunifier le Vietnam. Et là, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'on sous-estime en pensant que vraiment, Vladimir Poutine va être prêt à renoncer à son grand projet géopolitique, idéologique et historique pour récupérer quelques avoirs gelés, même si c'est des centaines de milliards, ou lever des sanctions mises en place par un Occident qui, de toute façon, qu'il méprise et sur lequel il essaye de créer une alternative. À mon avis, on se trompe, et franchement,
le passage final du texte de Ryan dans lequel il dit comment on fait pour forcer la Russie à négocier et qui passe en partie par des pressions économiques, y compris on pourra revenir sur les sanctions secondaires dans lesquelles il dit il y a des sanctions faciles secondaires, à mon avis elles sont loin d'être faciles, mais en plus on se trompe sur le coup que la Russie est prête à accepter. Juste, c'est ce qu'a dit plusieurs fois à ce micro votre collègue de l'IFRE, Dimitri Minik, qui lit régulièrement, c'est littéralement son métier et sa passion de la littérature russe, disent, ils pensent qu'on est faible, hédoniste et complice. Et là, ce matin, donc on enregistre ça lundi matin, je lisais sur Le Grand Continent, ils viennent de publier un article, donc un article fait par des hauts diplomates russes, des responsables du ministère des Affaires étrangères russes, je cite, tout brûler jusqu'à la Manche, parce que c'est comme ça, c'est ça que les Européens comprennent, c'est quand les troupes russes arrivent sur le territoire européen, notamment les Allemands, etc. Donc c'est pas suffit de les écouter, ils sont pas là pour quelques dollars. Ulrike ? Oui, j'avais juste peut-être un dernier point, parce que je sais qu'on voulait aussi parler d'autre chose, mais il y a juste, en fait, il y a une phrase que j'ai lue, et au début, je me disais, ah non, mais c'est vraiment Ryan qui fait de la lèche à Trump. Et c'est peut-être le moment de dire que Ryan est un très très bon ami, que je connais depuis 15 ans, et je me rappelle bien quand il a commencé à War on the Rocks, c'est assez hallucinant qu'est-ce que ça a donné. Mais bon, peu importe, donc il y a une phrase où il dit « The President's strong desire for a ceasefire and to foster a serious and durable peace is a good one ». Genre voilà, le désir du président pour un cessez-le-feu et pour une paix sérieuse et durable, c'est très bien. Et je me disais... Ok, c'est vraiment Ryan qui veut montrer à l'administration de Trump comme quoi, voilà. Mais après, j'en ai réfléchi. Il n'a pas tort. Parce qu'en fait, c'est vrai que Trump a vraiment envie qu'il y aura une paix, a priori sérieuse et durable. C'est juste que c'est pour d'autres raisons que normalement, nous, on y pense. Parce que je crois que Trump se fout assez des Ukrainiens et des morts et tout cela. Franchement, je crois que ça... Du prix de la paix et des conditions, parce que... Exactement, mais ce qu'il veut... Donc, premièrement, il veut que cette guerre se finisse parce qu'il a envie de passer à autre chose. Deuxièmement, on le sait tous, il veut ce prix Nobel de la paix. Mais troisièmement, et ça me renvoie à cette question des investissements que personne ne m'a répondu, il veut gagner de l'argent, il veut faire des échanges avec la Russie et tout cela. Donc, c'est vrai que Trump a un intérêt à cette paix. C'est juste que ça vient d'un point de vue différent que pour nous, j'imagine, et pour autre chose. Mais donc voilà, il veut gagner de l'argent et il veut que les US reprennent l'échange et tout avec la Russie. Et donc, juste, si personne n'a une réponse, c'est bon, mais est-ce qu'un de vous a une réponse sur est-ce que vous avez déjà vu cette idée de investissement des acteurs extérieurs dans une négociation comme ça, parce que ça juste on peut rappeler en passant que tout ça est tellement corrompu que Steve Witkoff, l'un des fils de Steve Witkoff, gère le business de crypto de la famille Trump, tout en étant les cryptos étant par ailleurs le truc le plus intraçable du monde pour de la corruption en tout genre. Enfin bon, je me fais pas de soucis, les Trump gagneront de l'argent. Je sais pas si... Non, il n'y a pas de référence comme ça. Il n'y a rien qui me vient en tête. Eh bien, c'est un appel aux auditeurs. Si les auditeurs ont des références transhistoriques de un tiers dans un conflit qui réussit à gagner du pognon quand même en n'ayant pas dépensé grand-chose, si on est honnête. Enfin, ils ont envoyé des armes, mais bon, c'est quand même pas très digne de réparation de guerre si on est sérieux 5 minutes. Écrivez-nous, on prend les suggestions. Ça nous permet d'évoluer vers le deuxième sujet qu'on pensait, mais qui fait la transition très naturellement, puisque c'est autour du discours donc, de Fabien Mandon, donc le chef d'état-major des armées, ancien chef d'état-major particulier du président au Congrès des maires de France. Et la grosse polémique qui s'en est suivie dans les coins les moins reluisants de l'internet français, mais c'était surtout quand même... sur les médias de grande écoute, c'est plus gênant. C'est-à-dire qu'il y a un débat politique dessus qui est intéressant, et ensuite il y a les trucs un peu cracra. Je vais quand même passer un long extrait. C'est pour l'essentiel les passages qu'on a déjà entendus. Mais j'ai un peu rallongé certains bouts parce que y a certains bouts qui étaient tronqués, et je pense que donc c'est un montage que j'ai fait, mais un peu plus long que ceux qu'on entend habituellement. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation
à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. Je crois qu'il faut le dire, parce que nous avons la chance d'avoir grandi et de vivre dans un monde en paix. Nos sociétés qui ont vécu l'atrocité de 2 guerres mondiales et qui vivent depuis des décennies dans un environnement pacifié et pensant que la paix était définitivement acquise. Malheureusement, tout ce qui se passe autour de nous nous montre que certains ont fait le choix de la force. Et la Russie aujourd'hui est convaincue que les Européens sont faibles. Elle en est convaincue. Et pourtant, et c'est là que j'aimerais quand même vous dire tout l'optimisme qu'il faut avoir. Pourtant, nous sommes forts. Nous sommes fondamentalement forts. Nous sommes fondamentalement plus forts que la Russie. Mais il faut accepter que nous vivons dans un monde en risque et que nous pouvons devoir utiliser la force pour protéger ce que nous sommes. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors donc ces 3 bouts du discours que j'ai collés l'un avec l'autre, et notamment dans le 3e, j'ai coupé un peu plus large parce que pour bien montrer qu'il n'y avait aucune ambiguïté possible sur la question des enfants de la nation, sur le fait qu'il parlait très clairement des militaires, parce que juste avant il dit ils viennent de vos communes, etc. Ils sont comme tout le monde. Ils sont jeunes, ils sont comme tout le monde. Bon, c'est un discours qui a fait polémique, qui a été construit comme une polémique par notamment la France Insoumise et le Rassemblement National. Dans les heures qui suivent. À plusieurs motifs. Mais c'est là que c'est intéressant. Il y a plusieurs choses. Il y a cette question d'enfant de la nation qui est, je pense, au mieux idiot, au pire malhonnête. Et puis il y a une autre question qui est de dire que le chef d'état-major des armées sort de son rôle en disant ce qu'il a dit. C'est personnellement pas mon avis. J'ai l'impression que tout ça est quelque chose d'extrêmement factuel, extrêmement évident et appuyé sur globalement des renseignements que le chef d'état-major des armées a. C'est d'ailleurs ce qu'il dit au tout début. Il dit « j'ai les informations ». Et validé par la Revue nationale stratégique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une déclinaison d'une orientation politique et du gouvernement. Donc, mais à la rigueur, il y a les goûts et les couleurs. Et dans le fond, le civilo-militaire est toujours négociable en démocratie et dans la Ve République. Et on peut aussi considérer que certaines choses sont la prérogative du politique quand ça engage la nation. Je veux dire, c'est légitime pour certains partis politiques de dire que le militaire doit se cantonner à certains. C'est pas vraiment, je pense, ce qui est traditionnel en France, et je pense que c'est assez nouveau comme polémique, mais dans le fond, c'est pas irrecevable. Mais bref, il y a eu quand même... Ça a monté très vite, il y a eu des appels à la démission, à plein de choses. Voilà, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. Peut-être Ulrike, pour commencer, puisque avec le regard extérieur, venant d'Allemagne, de ce que vous avez pensé à la fois du discours, mais en même temps vous aviez eu le même il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, enfin peu ou prou, par un chef d'état-major des armées, et puis de la polémique ultérieure. Oui, en fait, ça m'a vraiment rappelé aussi la discussion en Allemagne sur le terme de Kriegstüchtig, donc là, être prêt à mener une guerre, un terme que notre ministre de la Défense a utilisé et qui a aussi fait polémique. Là, je trouvais le discours quand même encore plus...
je sais pas, extrême, choquant. Je comprends ce point, comme tu viens de dire, que les enfants de France, comme tu dis, ils parlaient des militaires. Néanmoins, le discours comme il a été fait, je trouvais ça aussi assez fort comme formule. Et je crois qu'il a quand même aussi fait exprès, parce qu'en fait, il dit aussi, il faut le dire comme ça. Enfin, c'est très clair que lui aussi, il voit que c'est quand même une tournure qui est relativement fort. C'est comme le Kriegstüchtig, c'est un effort à vraiment faire un point et à envoyer un message à un public plus large, qui peut-être normalement n'écoute pas ce genre de discours, que quelque chose a changé et que peut-être il faut que quelque chose change aussi dans notre société. A priori, je trouve que sur le point principal, il a raison. Enfin, c'est toute une question sur la dissuasion. La dissuasion a toujours deux parts. C'est d'un côté, c'est les capacités, les vraies. Est-ce qu'on est capacité? Est-ce qu'on est capable à faire quelque chose? Est-ce qu'on a les moyens? Et de l'autre côté, est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose? Est-ce qu'on est prêt à nous défendre? Est-ce qu'on est prêt à utiliser cette force? Et je crois que là, ce point-là, c'est justement sur ce deuxième aspect, parce que si on n'est pas prêt à envoyer des soldats, utiliser des soldats, avoir des soldats qui, oui, dans une guerre seront aussi blessés et seront tués, on n'est pas assez fort. Je crois que c'était sur ce point-là qu'il parlait. Et donc, voilà, d'un côté, franchement, je n'aime pas cette phrase non plus. Je la trouvais pas, j'aime pas y penser, mais je crois qu'il a fait exprès pour, comme je disais, peut-être pas provoquer, mais vraiment faire un point. Et encore une fois, comme tu viens de le dire, il n'a pas vraiment dit, voilà, il faut sacrifier nos enfants comme ça, mais il parlait des soldats, ce qui n'est pas moins important, mais voilà, c'est qu'il est quand même différent. Et le fait que ce soit désagréable d'y penser is kind of the point. Oui, exactement. Dans l'absolu. Olivier ? En fait, je trouve que la construction de la polémique est intéressante parce qu'il y a eu 5 polémiques simultanées qui se sont... 5. Okay. J'ai essayé de faire la liste et qui, en fait, se sont regroupées, s'interpénétrant et qui, à mon avis, compliquent un peu le discours, mais c'est intéressant en soi à observer. Le premier, il y a l'emploi du terme « enfant ». Et effectivement, on peut penser que c'est un petit peu suranné. Ça a le côté « allons enfants de la patrie ». Quand on fréquente les armées... J'allais dire, on est choqué, c'est littéralement la première phrase de la chanson. Oui, c'est pas un hit contemporain non plus, quoi. Ouais, non, mais ce que je veux dire... Tout le monde pense à leur enfant. Voilà. Quand on fréquente les armées, on sait que c'est un discours qui peut être assez entendu. Je pense pas que la plupart des gens utilisent ce terme dans ce contexte tous les jours. Disons qu'on est quand même sur le niveau 1,5 du symbolisme, c'est pas non plus très compliqué. On est en 2025, donc la capacité au symbole, c'est compliqué. C'est assez désespérant, mais c'est clair. Donc, il y a la question du terme enfant. Est potentiellement suranné, on peut en discuter. Il y a la manière dont, notamment à gauche, ça a été construit comme un problème de relations civilo-militaires, où le chef d'état-major des armées aurait outrepassé ses fonctions. On en a vaguement parlé. Moi, je ne vois pas le problème. Au Danemark, le Sémat danois tient le même type de discours très régulièrement. On en a parlé, c'est une orientation politiquement validée, notamment depuis la Revue nationale stratégique. Il n'y a rien dit que le précédent Sémat n'ait pas dit dans des termes différents. Enfin, je ne comprends pas cette polémique, si ce n'est l'intérêt purement politicien de se présenter comme les garants de la République face à la patrie menacée. Et si je peux ajouter une volonté, pour le coup, de bâillonner l'armée avec du côté notamment de l'extrême gauche, la volonté d'un retour à cette grande muette. Concrètement, on lui disait, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler. Seul le politique a le droit de parler. Plusieurs responsables LFI l'ont fait parce qu'ils craignent aussi une forme d'objectivation. Ok, Alexandre, des discours fondés sur des renseignements, etc. Une forme d'objectivation de la menace par par des faits et par un haut responsable sous un angle technique et opérationnel qui gêne
qui gêne un certain pan aujourd'hui de la classe politique qui ne veut pas de cette objectivation et qui au contraire se complaît dans la relativisation du débat politique en disant les goûts et les couleurs et finalement voilà. Je vais revenir là-dessus, mais pour moi ça cache aussi ce qui est un problème plus large, un vrai problème plus large de relations civilo-militaires, qui est aujourd'hui, selon moi, un certain nombre d'anciens militaires qui pensent qu'avoir fait le service en uniforme leur donne une légitimité morale supérieure et s'expriment à ce titre dans les médias. Moi, je pense au général Christophe Gomard quand il faisait sa campagne pour les européennes en 2024, ou avant, je sais plus, mais où il avait... les républicains des députés. Voilà, quand il avait fait l'affiche en uniforme, ce qui est illégal, et au lieu de dire « pardon, c'est une erreur, on retire l'affiche tout de suite », était monté sur ses grands chevaux en disant « moi, j'ai servi mon pays pendant plus de 30 ans, j'ai la légitimité de faire ça ». Non, c'est illégal. Ça, c'est un vrai problème. Parce que là, on a un vrai problème de relations civilo-militaires où un certain nombre d'anciens militaires pensent que le statut militaire leur donne une légitimité morale supérieure. Ça, on n'en parle pas du tout en France, mais je pense que c'est en train de devenir un problème. Il y a une troisième polémique qui a été « est-ce que les Russes sont vraiment nos ennemis ?» Et on a vu, en fait, tous les gens qui étaient vaguement ou ouvertement pro-russe avant 2022, qui se tenaient un petit peu à carreau depuis, sauter sur l'occasion en disant « non, moi les Russes, c'est pas mes ennemis, les vrais ennemis, c'est les islamistes ». Plus ça tombait au moment des cérémonies du 13 novembre. Donc on a eu tout un ensemble de commentateurs nous disant non, moi j'ai peur des gens qui tuent les enfants dans nos rues. Et c'est ce que disait Elie, ça permettait en fait de relativiser et de revenir de manière légitime à des positions pro-russes qui étaient tenues cachées depuis 2022 parce que ça devenait un peu compliqué dans le débat public de les tenir. Donc ils ont évidemment sauté sur l'occasion. Il y a un quatrième enjeu qui est la question de la dissuasion. Et là, je pense qu'il y a eu un ensemble de gens, y compris de manière honnête, qui se demandaient « mais on a une dissuasion nucléaire, pourquoi est-ce qu'on serait potentiellement en guerre ?» Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je ne pense pas nécessairement que pour beaucoup de ces gens, il y avait d'intentions malveillantes, mais une représentation de la dissuasion comme une espèce de cloche à fromage qui protège toujours, en tout temps, en tout lieu et qui nous évite la guerre, ce que n'est pas la dissuasion nucléaire. On pourra en parler ensuite. Ça vaut une émission d'ailleurs. Voilà, ça vaudrait une émission, mais je pense qu'en fait, on a construit dans le débat public une image de la dissuasion nucléaire qui a des effets paradoxalement négatifs quand ce type de discours ont lieu. Et donc, en fait, il y a un vrai problème d'éducation en réalité aux enjeux stratégiques. Et il y a eu un cinquième aspect que j'ai trouvé dans les recoins un peu plus sales d'Internet, de la délégitimisation du CEMA en tant que personne. Donc on a eu tout un ensemble de relais pro-russes commençant à dire qu'en fait il ne devait pas être CEMA parce qu'il n'était que colonel. Comme il avait été promu sous les gouvernements Macron, en fait il était légitime. C'était un colonel, pas un général. Et il a commencé... Ce qui démontre une incompréhension grossière des procédures. Je suis pas sûr que c'est une incompréhension, mais je pense que c'est vraiment de la malhonnêteté. Non, mais pour le coup c'était une attaque. Non mais déjà avec des clichés qu'on a vu aussi sur les aviateurs, donc ils sont planqués parce qu'ils sont dans leurs avions là-haut. D'accord, ok, super, merci, bravo. Ouais. Et ensuite sur des trucs donc c'est des généraux de salon ils pensent quoi? Ils pensent que les officiers généraux sont promus pourquoi? Mais le truc c'est que là ils en ont un qui peuvent tenir là-dessus parce que en voyant la tronche des deux précédents, Burkhardt et Lecointre qui a fait un assaut à la baïonnette et Burkhardt qui est rien s'il n'est pas légionnaire, c'était très difficile de faire le coup de c'était un général de salon, etc. Ouais. Là, ils en ont un qui, on l'a entendu, vous l'avez vu si vous regardez sur YouTube, c'est pas Jaurès non plus, enfin bon, c'est son premier discours un peu important, ça va quoi, laissons-lui le temps, c'est ok, on n'a pas l'impression qu'il va vous casser la gueule, c'est pas non plus ce qu'on lui demande, honnêtement. Mais effectivement, il y a eu un truc de sauter sur un pouvoir militaire dévirilisé, c'est ça. J'imagine comme le pouvoir politique macronien dans ces coins un peu masculins de l'internet, quoi. Avec ce côté, vous l'avez dit Alexandre, de dévirilisation. On a vu l'insulte homme soja, qui est de manière très intéressante une insulte qui vient en fait de l'univers MAGA, les soy boys. C'est Mike Cernovich autour de 2017-2018 qui a commencé à en parler. Ça a été récupéré en France par des influenceurs, parce que évidemment nos influenceurs d'extrême droite ne font que copier ce que fait l'extrême droite américaine.
ils inventent rien. Et vous avez les mêmes, ouais. Là, c'est plutôt avoine, mais voilà, c'est ça. C'est les mêmes. Mais en fait, on fait que copier ce que font les fachos américains, fondamentalement. Donc, c'est Papacito qui l'a repris. L'obsession sur les enfants est aussi un lieu commun du monde conspirationniste, QAnon, etc. La défense des enfants. Les gouvernements veulent nous voler nos enfants. On l'a vu sur le Covid, on l'a vu sur d'autres choses. Le Pizzagate et compagnie. Et donc là, c'était vous appuyez sur un bouton où évidemment ça va le dire. Non seulement ils sont dévirilisés, mais du coup ils n'ont pas d'enfants. Du coup ils veulent prendre nos enfants à nous. Enfin, il y avait tout un ensemble de marmites bien dégueulasses. Et en fait, ces 5 niveaux de discours parfois se sont entremêlés. Mais je pense que ça a contribué à faire l'ampleur de la polémique. C'est que tout le monde a pu y voir ce qu'il voulait y voir. Sur en plus un contexte où pour le coup c'est vrai qu'il y a eu une confusion entre le discours lui-même qui reprenait effectivement des choses assez classiques de ce qu'on avait pu avoir, le plan de paix, enfin le plan Trump sur l'Ukraine qui est sorti plus ou moins le lendemain avec beaucoup de débats du coup sur est-ce qu'il faut accepter, est-ce qu'il faut faire la paix à tout prix et le débat munichois on va dire habituel qu'on a depuis quelques années mais qui avait une séquence particulière et les annonces attendues sur le service militaire volontaire qui logiquement s'adressait à la nation et donc dans laquelle il dit il veut prendre nos enfants pour le service militaire et en même temps ils vont mourir, etc. Donc il y a eu une confusion certaine de bonne foi, je pense quand même. Aussi, et j'attends, je veux pas présager des résultats des analyses techniques, mais je serais très intéressé pour moi de voir sur l'amplification par des acteurs inauthentiques sur les réseaux sociaux, parce que c'est parti quand même très vite, et il y avait un petit côté embuscade politique de tout ça, quand on voit la vitesse à laquelle un certain nombre d'acteurs ont réagi, et en interne et en externe. Ulrike ? Non, mais c'est juste, mais on est passé très très rapidement là du premier point, surtout cette question de sacrifier les enfants ou sacrifier les soldats. Est-ce que pour vous c'est vraiment juste un discours classique ? Parce que moi, franchement, l'utilisation de je pense qu'il y a une obsession absolue et permanente des militaires depuis 35 ans sur la sensibilité aux pertes. Il y a un truc que les militaires français, c'est, à Ouzbine, on en perd 20. 10, pardon, et il y a une vingtaine de blessés. C'est un événement stratégique majeur, ce qui veut dire que la population française ne tolère aucune perte. D'où l'obsession pour les forces morales et tout le discours autour. Donc, si on veut s'en servir, il va falloir quand même prévenir les gens qu'il se peut qu'il y en ait qui tombent, et il va pas falloir que ça fasse un renversement de pouvoir à chaque fois, parce que en vrai, sinon, on ne peut pas se servir de l'outil militaire. Et du coup, je pense que peut-être qu'ils y sont allés un peu vite, mais je suis pas sûr, parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens comprennent. Et tout un travail éthique aussi sur ce que Lecointre appelait la singularité militaire, donner la mort et la recevoir, qui font que le métier des armes reste un métier différent de celui des autres, et sur lequel ils ancrent leur réflexion, pour lequel, c'est normal que les militaires ne soient pas soumis aux directives européennes sur le temps de travail, à tout un tas de choses qui nous semblent à cette vie commune et effectivement largement débellisée des sociétés européennes, et dans laquelle le monde militaire doit rester finalement conscient de ces enjeux de vie et de mort. Et donc je pense qu'il y a un attachement à cette discussion autour de la mort. Avec parfois la dérive dont je parlais sur une fois qu'on a accepté ça, je suis meilleur que vous. Et je veux bien recommander un article que je suis sûre que vous connaissez, de 1994, je crois, Ed Lutwak, dans Foreign Affairs, Where are the Great Powers at Home with Their Kids? Vous connaissez celui-là, donc où sont les grands pouvoirs à la maison avec leurs enfants? Et c'est justement sur ce point que tu viens de... un peu l'impact du développement démographique sur la capacité, la volonté bon, lui, il parle des grands pouvoirs, mais c'est pareil pour les médiums pouvoirs. Justement d'utiliser la force armée et sacrifier les soldats et les enfants de la nation. Donc, je trouve ça très intéressant sur ce point-là aussi. Ce qui est historiquement un motif d'inquiétude récurrent depuis au moins 150 ans. On avait le même avant la Première Guerre
mondiale. Enfin, mais c'est vrai, c'est quand même vrai que moi, j'aime pas non plus, franchement, d'y penser de cette manière, bien que, comme je dis, je comprends bien que ça fait partie de la dissuasion, c'est important d'y penser, mais voilà, c'est quand même des propos qui choquent. Et puis surtout, on a construit un outil professionnel, militaire professionnel, pour cette raison-là. Précisément que les gens n'aient pas peur que leurs enfants soient draftés. Et du coup, c'est pour ça que le truc de dire « Ah, il parle de tout le monde », mais non, il ne parlait pas de tout le monde. Il disait « Les militaires sont des enfants de la nation ». Et c'est là que c'est intéressant, et ça fera peut-être la transition vers la troisième partie de service militaire, mais il faut quand même un niveau de déconnexion et de distance d'une population aux faits militaires pour penser que les enfants de la nation, ça exclut les militaires. C'est quand même un truc. Entendre ça, même en coupant, en ne gardant que la phrase, l'idée que les enfants de la nation, ça veut dire pas les militaires, ou pas que les militaires, c'est quand même, faut vraiment avoir perdu depuis très 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 longtemps la notion de ce qu'est la guerre, la classe et la notion de la notion de ce que sont des militaires, d'où ils s'engagent et ce qu'ils sont prêts à faire pour ça. En démocratie. En démocratie. Et surtout venant d'une partie de la classe politique et médiatique, parce que encore une fois, je pense que l'opinion publique en général peut-être comprend davantage des fois les choses que ce que les médias ou ceux qui réagissent pas forcément de bonne foi sur ce sujet-là ne laissent croire. Ajoutons juste un truc, qu'il y avait peut-être une sixième polémique plus sociale là-dessus alors je passe sur les grands bourgeois de l'éditocratie parisienne qui disaient « Pas mes enfants », mais t'inquiète pas Luc Ferry, personne ne te les a demandés. Mais qui a été reprise sur cette idée d'une France contre l'autre, etc., notamment qui a été reprise par LFI, etc. Encore une fois, ça fait la transition vers le service militaire en disant « Oui, mais de toute façon, ce qu'on envoie, c'est toujours les enfants de pauvres, les enfants de riches, eux n'iront jamais, c'est pas eux qui s'engagent dans l'armée, ce qui est... faux, enfin c'est pas aussi simple que ça. Bref, il y a un truc de fracture sociale là-dessus, d'inégalité sociale et l'idée que la chair à canon c'est forcément les pauvres, qui a encore mis une dimension politique par-dessus cette polémique purement politique. Je suis d'accord. Juste un point pour réagir sur dans les excellents 5 catégories qu'évoquait Olivier, sur la construction de l'ennemi, donc sur est-ce que la Russie est bien notre ennemi. Il y a aussi un sous-débat sur l'alliance et les alliés, parce qu'on a eu quand même un certain nombre de sorties de gens qui nous disaient que ceux qu'on croyait être nos alliés n'étaient pas nos alliés, notamment des Européens du centre ou du nord, mais avec lesquels on n'aurait soi-disant rien en commun. Donc mes bras d'historien en sont évidemment tombés quand on nous dit que la France, qu'est-ce que la France a de commun avec la Pologne. C'est vrai que ça paraît quand même délirant. Ce qui me fait dire aussi qu'on a un intérêt évident de la part de nos compétiteurs, notamment de la Russie, à voir ces débats sortir, et évidemment une mécompréhension et de ce qu'est l'alliance d'une part, mais aussi de ce qu'est de ce que je sais qu'est l'adversité stratégique et géopolitique d'autre part. Et moi, c'est clair que une phrase qui m'est vite revenue en tête, c'était la citation que certains, je pense, connaissent de Julien Freund au moment de sa soutenance de thèse sur la désignation de l'ennemi. Et je pense que le discours du SEMA le montre bien. Freund disait, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne, et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes, et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Et je pense que c'est vraiment un des propos qu'il faut continuer à méditer, parce que dans la réaction d'une partie de la classe politique, on avait vraiment l'impression de dire que si on considérait que la Russie n'était pas l'ennemi, elle ne serait pas l'ennemi. Et on avait eu la même chose d'une partie du spectre politique sur le djihadisme à une époque, en nous disant mais non, si on les bombarde pas, ils vont nous laisser tranquilles, etc. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux les acteurs. Il y a des gens qui croient dans la force, exactement comme l'explique le général Mandon. Il y a des gens qui peuvent obtenir un certain nombre de choses en plus parce qu'ils vous croient
faibles. Et fondamentalement, c'est pas en vous montrant plus faible encore ou si vous voulez la paix, préparez la paix, comme nous incitaient certains responsables sur les plateaux, que vous allez vous acheter une sécurité. Mais on peut quand même admirer ce très vaste mouvement de conversion catholique à l'idée de tendre l'autre joue. La France, nouvelle fille de l'Église, manifestement. Surtout venue de l'extrême gauche. Une très belle citation de Julian Freund que je vais me permettre de résumer et de reformuler par une autre citation d'un grand esprit contemporain qui est Michel Goya. Je cite, la guerre, c'est pas un mariage, il suffit qu'un des deux consente pour que ça se passe. Exactement. Ça nous amène peut-être naturellement vers le troisième point, qui est toujours dans cette idée de préparation et puis de modification profondément, disons, du périmètre militaire, du périmètre de préparation à ce qui pourrait être militaire en France, avec donc cette annonce d'un retour d'un service militaire volontaire il y a quelques jours par le président Macron. Voilà. Je vais ouvrir... vaste, disons... C'est toujours un truc un peu compliqué, parce que ça fait quand même 10 ans, 15 ans qu'on dit à tous les gens qui en parlent que, en vrai, les militaires n'en veulent pas, ce qui, je pense, est toujours assez vrai. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas exactement quoi en faire. Ça va coûter beaucoup d'argent et ça va forcément occuper des militaires qui pourraient être prêts à faire autre chose, à s'en occuper. D'un autre côté, force est de constater, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on est quand même arrivé à un niveau de distance, je pense, de la population française aux faits militaires qui est quand même assez large, et voire même assez extrême, que donc si c'est par là qu'on pense que ça doit en passer, bon, à voir, et puis si c'est volontaire, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, peut-être encore Ulrike, commencer par l'œil extérieur, ce service militaire volontaire. Oui, en fait, encore une fois, je suis désolée, mais je vais faire le lien avec l'Allemagne tout simplement parce qu'on est en train d'avoir exactement la même discussion, parce que nous aussi, on est en train de recommencer notre service militaire qui a été mis en pause en 2011. Et donc là, à partir de janvier, d'ailleurs, 1er janvier, en Allemagne, tous les jeunes de 18 ans seront demandés à remplir un formulaire, un questionnaire, ça c'est obligatoire pour les hommes et volontiers pour les femmes, où a priori ils ont demandé... Volontaire, mais peut-être volontiers aussi. Pardon, volontaire, où ils seront demandés, est-ce que la Bundeswehr, ça t'intéresse, tout ça. Après, ils seront, encore les hommes, ils seront examinés médicalement. Et puis après, ils peuvent aller dans la Bundeswehr, dans les forces armées, mais c'est pas encore obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne fait ça parce qu'on a besoin de plus de soldats. Là, on est à 182 000 hommes. On est censé être à 185 000 hommes. Ça montre déjà qu'il manque 3 000 juste là en ce moment. Et on est censé de passer à 140, 160 000 selon les demandes de l'OTAN, selon nos propres calculs de quoi on aura besoin. Donc on voit bien qu'il y a un écart assez énorme et on a un problème de recrutement déjà maintenant. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce service militaire justement pour montrer aux hommes et femmes, qu'est-ce que c'est la Bundeswehr, donc la mesure c'est intéressant et de recruter comme ça. Là en ce moment c'est encore volontiers. Volontaire. Oh, mais c'est sans doute volontiers pour les gens qui font. Volontaire. Là, c'est encore volontaire. Et on n'a pas encore décidé de passer de manière automatique à un service obligatoire. Et c'était ça, en fait, la grande polémique et le grand débat, parce qu'on a justement peur que ça ne va pas assez vite là en ce moment. Et donc, voilà. Donc, il y a une certaine... Et c'est intéressant, Alexandre, que tu dis que, voilà, là, en France, les militaires ne le veulent pas forcément. Parce qu'on a le même problème en Allemagne, que ça prend beaucoup de capacités, qu'il faut les entraîner, que les soldats qui font ça ne feront pas autre chose. Mais on a quand même l'impression que c'est vraiment nécessaire pour le recrutement et pas juste pour approcher la société aux militaires. Et donc en France, si j'ai bien compris, là, ils veulent
3000 cette année, ce qui fait pas beaucoup, mais 50 000 en 2035. Donc, il y a quand même aussi une augmentation assez considérable. Donc, je crois qu'aussi en France, on a peut-être l'impression qu'on aura besoin de plus de soldats. Mais, disons, j'ai l'impression qu'en France, toutes ces discussions, c'est un peu moins sérieux. Parce que là, en Allemagne, il y a vraiment l'impression qu'on en a besoin. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Et il y a une vraie discussion. Là, en France, j'ai l'impression que Macron était quand même un peu plus... voilà, c'est relativement petit. D'ailleurs aussi, dernier point, la paix. Les salaires, c'est hyper intéressant parce qu'en France, ils payent 800 € par mois. En Allemagne, c'est 2600. Donc, c'est plus que 3 fois plus. Non, mais on le sait que vous avez plus de budget. Non, mais on a justement, c'est pas à ce point-là qu'on est... Voilà, donc, après, peut-être que le président Macron a déjà dépensé tous ses effets de manche pour le SNU depuis quelques années et qu'il lui en reste plus forcément énormément en stock pour ce nouveau service militaire. Elie. Bon, là-dessus, on a un débat hyper ancien sur le service militaire depuis la suspension du service en 97 entre deux utilités, une utilité sociale et une utilité militaire. Donc selon du côté dans lequel on se passe, certains nous disent voilà, il y a une utilité sociale, l'armée sert à la nation pour créer du lien social, pour faire se rencontrer les différentes classes, pour donner un esprit commun, éventuellement pour diffuser le lien armée-nation dans certains cas, mais des fois au-delà de ça, éventuellement pour faire de la formation, pour passer le service, le permis de conduire, se lancer dans la vie professionnelle, etc. Donc tout ça, c'est la partie utilité sociale. Qui globalement n'a jamais été démontrée parce que on a toujours vu d'abord si vous êtes sur un service militaire obligatoire, d'ailleurs national ou militaire, mais obligatoire, vous avez effectivement des aspects de contrainte, vous avez des aspects d'inégalité devant le service, etc. Bon, il y a tout un tas de débats. Moi, je vais pas rentrer dedans. Globalement, les arguments sur l'utilité sociale ont jamais été hyper convaincants, et surtout, ils se faisaient souvent au détriment d'une utilité militaire qui était non prouvée, et donc d'une armée de métier qui dit écoutez, on n'est pas des babysitters, on n'est pas là pour s'occuper d'une classe d'âge, ou alors si on le fait, on perd notre capacité militaire opérationnelle de mettre en œuvre des systèmes d'armes complexes, de se projeter en dehors du territoire national. Etc. Donc la partie creuset social, utilité sociale, c'était l'expression idéal typique, c'était le SNU, dont on a vu ce qu'il a donné, et pour moi, c'était presque couru d'avance d'une certaine manière, mais on peut toujours refaire le match. Là où il y a une évolution, c'est sur la partie nécessité militaire, et je rejoins Ulrike là-dessus. On est sur des nouveaux scénarios d'engagement qui mettent en avant la haute intensité, qui mettent en avant la masse, et sur lequel je vous propose de faire un petit calcul avec vous sur là où on en est, notamment dans le domaine des forces terrestres, puisque c'est celui qui est le plus impliqué. Aujourd'hui, on a un modèle de haute intensité qui nous dit on doit être capable, en gros, de déployer au maximum de divisions interarmes. On est sur une gamme 20 000 hommes, une grande division, pardon, une division, pardon. Je pensais au corps d'armée à 2 divisions, mais en fait il y a une des 2 divisions qui n'est pas française. Donc on est capable de déployer une grosse division, pardon, à peu près 20 000 hommes dans une opération de grosse intensité. On sait que si on veut pouvoir tenir et renouveler cette division, vous devez multiplier par 3 à peu près ce chiffre, puisque quand vous en avez une qui est déployée, vous en avez une autre qui se prépare entre guillemets, et une autre qui revient et qui se remet en condition.
Certains plus conservateurs vous disent même qu'il faudrait faire x4. Mais bon, disons x3, on est donc sur 60 000 hommes qui vont être dans une rotation de déploiement pour mettre une division sur le terrain. Là-dessus, vous avez sans doute, dans un conflit de haute intensité, le besoin de répondre à votre contrat territoire national protection qui met 10 000 hommes sur le territoire national. Là aussi, on peut imaginer que la rotation est moins lourde et qu'on n'est pas à x3, mais au moins à x2 entre le temps que vous passez dans les casernes et le temps que vous passez à patrouiller dans les rues des grandes villes françaises, et donc on est sur 20 000 hommes. La force opérationnelle terrestre, c'est 77 000 hommes. Aujourd'hui, et dans la LPM à horizon. Donc on voit bien que 60 000 plus 20 000, vous êtes à 80 000. Donc on a aujourd'hui un sujet. Vous n'y arrivez pas sans les réserves. Et là, je n'ai intégré aucune perte, aucune attrition. Et je n'ai intégré aucun déploiement des forces françaises à l'étranger, ni dans les Outre-mer, sur lesquels on est quasiment à 10 000 dans les Outre-mer. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu d'effectifs qui se profile en fonction des contrats opérationnels, et si en plus on veut passer de la division au corps d'armée, c'est-à-dire tout multiplié par 2, on n'y arrive pas. La réponse jusqu'à présent a été une réponse par la réserve opérationnelle et volontaire, dont il a été décidé dans les deux précédentes LPM qu'elle devait doubler, en gros, pour passer de 40 000 à 80 000. Là aussi, on a du mal à y arriver, pour des raisons de financement, pour des raisons de mobilisation, pour des raisons d'assèchement d'une forme de terreau, parce que en fait, les réservistes, c'est pas tout un chacun, c'est un petit monde, et donc aujourd'hui, on plafonne à une 50aine de milliers de réservistes, et on n'arrive pas à arriver à ce chiffre de 80 000, et pour échanger en interne, je sais qu'il y a des doutes sur notre capacité à y parvenir. Donc là, il y a effectivement une logique qui n'est pas du tout idiote et qui n'a rien à voir avec l'utilité sociale, de dire bon, on va avoir une forme de contrat différent avec un service militaire volontaire sur le format qui est exactement la question que se sont posées les pays scandinaves, qui sont les premiers à avoir réintroduit ce service, notamment les Suédois, sur un modèle volontaire, enfin sur un modèle obligatoire, mais avec un volume tel que en fait vous pouvez vous contenter d'un creuset volontaire, et donc et avec des intérêts et des bénéfices sociaux, on va dire, qui peuvent être associés. Et donc c'est une manière d'aller vers une sorte de d'élargissement du creuset en allant chercher une classe d'âge potentiellement volontaire, ceux qui étaient les volontaires officiers aspirants, etc., volontaires aux armées, mais qui n'avaient pas forcément une grande campagne. Donc d'accord avec Ulrike, aujourd'hui ça commence peu avec 3000, à voir ce que ça peut donner, mais il y a bien un intérêt à un moment pour, en marge d'une armée de métier qui serait extrêmement consommée par les rotations des opérations, des gens pour faire fonctionner le système aujourd'hui sur le territoire national, garder les casernes, éventuellement aider sur les missions type Sentinelle et autres, fournir un je termine là-dessus, un terreau dans lequel pourrait puiser éventuellement l'armée de métier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre service militaire volontaire, vous pouvez éventuellement devenir plus rapidement un militaire d'actif de métier. Olivier ? Oui, peut-être juste pour l'édification de notre audience et l'intérêt des dîners en ville, je vais parler de comment ça se passe au Danemark avec ce mix de volontariat et d'obligation, où jusqu'à cette année, en réalité, les armées exprimaient un besoin qui correspond pour une classe d'âge de 1600 jeunes dont ils voulaient qu'ils fassent un service d'environ 8 à 9 mois. Et donc en fait, quand vous êtes un jeune Danois qui obtient sa majorité, vous tirez un numéro, littéralement, si vous êtes dans les plus bas numéros, vous avez des chances d'y aller. Sauf que jusque-là, c'était sur une base volontaire. Donc effectivement, jusqu'à cette année, les armées n'ont jamais eu besoin de mobiliser ou d'obliger les gens à faire leur service parce qu'il y avait suffisamment de volontaires. Donc il y avait un numéro, mais... Ouais, mais en fait, il n'était utilisé que s'il n'y avait pas suffisamment de volontaires. Et c'était jamais le cas. Jusqu'à cette année, ça n'a jamais été le cas. Là, à partir de cette année, l'armée danoise est dans un processus de recapitalisation assez important en termes de volume. Ils passent leurs besoins d'environ 1500 à 6000. C'est-à-dire que ça va être la première fois que se pose la question de est-ce qu'il n'y aura pas assez de volontaires pour remplir les chiffres, sachant que
jusque-là, c'était un service masculin exclusivement. Là, ils ont étendu à l'intégralité de la population, hommes-femmes. Ce qui est logique, puisque les femmes avaient déjà le droit de servir dans les armées en tant que professionnelles. Donc, il n'y avait pas de raison particulière de les exclure du tirage au sort. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce mix en réalité de besoins exprimés par les armées, volontariat et tirage au sort sans dérogation possible. Parce que dans le système français, on a eu historiquement un système de tirage au sort sous la Troisième République avec une possibilité, notamment pour les classes supérieures, de pouvoir faire en sorte que leur service militaire soit accompli par quelqu'un qui payait pour eux. Moins sous la Troisième République que dans la première moitié du 19e. La Troisième République a plutôt vu la généralisation du service militaire. Oui, mais je crois c'est dans les années 1880 en réalité que le système se consolide. Mais en fait, jusqu'à cette partie-là... Oui, mais c'est surtout sous la monarchie de Juillet, surtout sous la Restauration que a le système où on peut s'acheter un remplaçant. Évidemment, avec... on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière avec Maxime Launay sur le fait que les exemptions, c'est un truc que les armées ont toujours décidé. C'est-à-dire, c'est pas que on a dit que dans les années 90, les gens se faisaient de plus en plus exemptés. Ce n'est pas que les gens étaient devenus incroyablement malins et super intelligents pour comprendre les règles de l'exemption, etc., et qu'ils le faisaient. Simplement que les armées avaient de moins en moins de besoins et qu'ils fermaient très sciemment les yeux sur un certain nombre d'exemptés parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de besoins. On peut tout à fait... il y a eu des périodes où il n'y avait pas d'exemptés. À partir de 1905, c'est très facile de le faire, de dire, en fait, non. C'est ça, mais parce que le calcul est basé sur les besoins. Et c'est là où je voulais venir. En fait, je pense qu'il y a deux mythes généraux qui contribuent en fait à polluer un petit peu la discussion sur le service militaire en France. Le premier, il y en a parlé, c'est est-ce que c'est un besoin militaire ou est-ce que c'est un centre de rééducation pour délinquants? Parce qu'il y a aussi quand même cette part du débat qui est quand même assez importante et extrêmement problématique. Et la deuxième question... C'est comme ça que le service militaire a survécu, notamment dans les Outre-mer, le service militaire adapté. Oui. C'est comme ça que c'était présenté comme une chance sociale, etc. C'était pour de la formation professionnelle. Oui, comme un objectif d'insertion, de premier job, etc. Il y avait quand même toujours eu un petit sous-titre de c'est pour éviter la délinquance, c'est pour qu'ils tombent pas là-dedans. Disons que le SMA pour le coup refuse du monde chaque année dans les Outre-mer parce que c'est considéré comme une formation gratuite et de qualité dont le nombre de places est limité d'ailleurs et qui donne la quasi-garantie d'avoir un emploi à l'issue. C'est ça. Et le deuxième mythe qui est problématique, c'est cette idée que ça doit être universel. Si c'est toute une classe d'âge qui doit faire son service militaire, évidemment que ça n'a aucun sens. Les armées n'ont pas le besoin. Donc mais ça reste quand même dans cette espèce d'état d'esprit ni la capacité d'encadrement. Donc mais ça reste dans cet état d'esprit de on a son bac, on a son permis, on va faire son service. C'est cette expérience de passage à l'âge adulte qui est complètement mythologisée et de manière un petit peu absurde. Et je pense qu'en fait inverser la question et partir des besoins exprimés par les armées, c'est beaucoup plus intelligent que de partir du format il faut que tout le monde le fasse parce que ça remplit ses fonctions d'intégration sociale et toute une classe d'âge doit y passer. Partir de ces postulats, ça n'a aucun sens. Non, c'est bon. Tout le monde speak your piece sur le service militaire et chacun aura donc une anecdote extrêmement utile pour les dîners en ville sur donc le service militaire danois. Pensez-y, songez-y pour vos prochains dîners en ville. On va donc clôturer, c'est le moment des coups de cœur, coups de gueule. En même temps, on a déjà un peu donné en termes de coups de cœur, coups de gueule là, mais allons-y, Ulrike. Je commence. Ouais. Je fais un tout rapide coup de cœur pour le travail de Zipri. Cypri en français. Cypri, institut qui publie des chiffres tout à fait intéressants sur un tas de choses, entre autres les producteurs d'armement mondial. Et en fait, ils viennent de publier justement leur liste des top 100 producteurs d'armes et commencent à développer depuis, je crois, 23 où ils avaient publié les derniers chiffres. Et donc, c'est assez clair que là, c'est très intéressant vu ce qui se passe dans le monde. Et donc, voilà, je recommande à tout le monde de regarder Sur les entreprises ou les États ? C'est les entreprises. D'accord. Et donc, comment ils ont développé. Donc, par exemple, le fait que SpaceX, maintenant, est dans les top 100,
Ça, je trouvais intéressant. Le fait que les 4 boîtes allemandes ont augmenté leurs chiffres de 36%, pas vraiment une grande surprise, mais intéressant quand même. Le fait que les Russes ont quand même toujours augmenté leurs chiffres aussi, bien qu'ils sont complètement sous sanction. Et donc voilà, c'est que la demande domestique. Tous ces genres d'infos, on les trouve dans ces chiffres. Et donc voilà, CIPRI fait un travail très très intéressant sur ça. Et ils ont plein de databases sur ce genre de questions. Donc ça vaut le coup d'y regarder. Nous rappelons que c'est le pain béni, c'est la mecque des économistes. Les chiffres du CIPRI chaque année, ils ont plein de biais, mais comme tous les chiffres. Et c'est vraiment l'outil de base pour qui s'intéressent à l'économie de l'armement d'une manière très générale. Et ils mettent leurs données en ligne. Les tableurs Excel sont téléchargeables gratuitement. C'est vrai, quand même tout à fait admirable. Avec une interface qui n'est pas folle, mais ça fait. Ils travaillent aussi sur les exportations d'armes, par exemple. C'est pas que les boîtes là, mais là, ça vient de sortir. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Olivier ? Oui. Moi, mon coup de cœur, c'est la nouvelle fonction Twitter qui permet de voir d'où est-ce qu'un abonné se connecte et à travers quelle interface. Vous n'avez jamais abandonné totalement Twitter. Vous êtes toujours un peu resté. Vous avez toujours vous avez toujours occupé le truc et du coup, vous êtes récompensé de votre patience par des petites pépites qui arrivent de temps en temps. Et je trouve que c'est qui méritait qu'on s'attarde dans ce qui est bien une sorte de cloaque informationnelle, etc. Mais où parfois on peut rigoler un peu quand même. Et comme tout le vieux, tu appelles ça Twitter. Ah oui, non, je refuse d'appeler ça X, je refuse absolument. Mais donc oui, non, je trouve que cette nouvelle fonction est absolument formidable parce qu'elle permet quand même de voir où sont basés un certain nombre de soi-disant patriotes, notamment de comptes patriotes qui sont très souvent basés à Moscou de manière assez étrange. Et voilà, patriotes français, bien sûr. Patriotes français, ouais, je trouve ça quand même assez rigolo américains de pouvoir... Aussi, hein. Alors oui, il y a eu effectivement cette... en Afrique subsaharienne aussi parfois. Un certain nombre d'influenceurs MAGA où tout le monde s'est rendu compte qu'ils étaient basés au Bangladesh, au Pakistan et en Afrique subsaharienne. Et donc voilà, on a les petites joies qu'on veut, mais je trouve que ça m'a fait rigoler. Avec apparemment des petits problèmes quand même, cela dit, vis-à-vis du VPN, c'est-à-dire que pour peu que tu utilises un VPN qui marche bien, Twitter te... Alors oui, mais en fait, il y a une double identification du lieu où tu es censé être basé et l'application avec laquelle tu te connectes. D'accord. Et en fait, l'application avec laquelle tu te connectes, souvent, on voit passer des trucs genre Twitter pour Android Moscou. Donc même avec un VPN, en fait, l'application, j'ai l'impression que le VPN ne permet pas de masquer l'application de connexion. Bon, on verra à quel moment l'information remontera jusqu'à Elon Musk et où ça disparaîtra logiquement assez rapidement après. Élie ? Alors bon, moi j'ai eu du mal à trouver et du coup j'hésite, je sais pas encore si ça sera un coup de cœur ou un coup de gueule. Là, il faut vraiment décider. Mais c'est ce que j'appellerais un ex-voto en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine la semaine prochaine, au moment où on enregistre, et on se souvient tous de la dernière visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine avec un certain nombre de questions qui se sont posées et sur place et dans l'avion du retour. Et donc je formule. Non, mais attendez, rappelez-nous parce que moi j'ai une très mauvaise mémoire des visites présidentielles. Je vous fous un peu en général. D'abord, il y avait une interview pas totalement maîtrisée qui avait été donnée à plusieurs journalistes, dont Politico, dans laquelle on avait eu des retours comme quoi, des formulations sur le fait que la crise à Taïwan était drivée par un tempo américain ou ce genre de choses. Qui avait causé de très très vives réactions, et par ailleurs un montage un peu surréaliste de l'Élysée et de la direction de la communication de l'Élysée, dans laquelle on voyait des armées chinoises marcher au pas sur un arrière-fond en voix off de discours sur l'amitié franco-chinoise. Et c'est vrai que ça posait quelques questions, j'en passe sur les discours de troisième voie et de France et de France. Je te laisse la responsabilité là-dessus. Donc voilà, donc mon coup de cœur ou coup de gueule est donc un ex-voto, a une espérance qu'il s'agisse pour la prochaine fois d'un coup de cœur, qu'enfin la France maîtrise ses voyages d'État en Chine dans sa communication stratégique et envoie les bons messages au bon moment dans un contexte où sur la relation avec Pékin et sur
aussi bien côté soutien russe, côté chinois à la Russie, et puis gestion de l'escalade en mer de Chine avec le Japon, et les derniers échanges plutôt courroucés, et évidemment sur la question taïwanaise, la France sache envoyer les bons messages, la fermeté, sans pour autant évidemment verser dans le bellicisme, puisque c'est de ça dont on a parlé pendant une partie de l'émission. On va dire que c'est un coup de cœur parce que comme ça, on a eu 3 coups de cœur qui n'arrivent jamais. Alors Alexandre, coup de cœur. Là, je peux faire un coup de cœur. Un coup de ouais, ce sera comme on veut. Hein. C'est le coup de cœur de Schrödinger. Quoi. Aussi, ouais, sur la démission d'Andrei Yermak, donc le bras droit de Zelensky, qui a un problème compliqué. Mais enfin, pourquoi est-ce que ça peut être un coup de cœur ? C'est que c'est quand même suite à une assez forte contestation populaire de la société civile d'Andrei Yermak, qui était l'homme de Zelensky depuis le début, qui était très critiqué. Là, il y a eu un scandale assez cracra quand même de corruption autour de l'énergie. Alors, bon, dans un pays où il y a quand même des coupures électriques l'hiver, c'est pas ouf l'idée que des oligarques s'en foutent dans la poche sur ce secteur-là en particulier, un peu comme il y avait... le ministre de la Défense, dont le nom m'avait oublié, dont le nom m'échappe, avait dû démissionner après un scandale sur les marchés de l'armement. Bon, bref, c'est donc le coup de cœur au sens où, en fait, c'est une démocratie. Et dans une démocratie, en fait, les gens démissionnent. Et les gens démissionnent pas par un fait, par un fait du prince et par voilà, parce que le prince s'est fâché, etc. Non, ils démissionnent quand il y a une polémique, quand il y a des scandales. On peut avoir des scandales. Les scandales de corruption sont des scandales. Ce ne sont pas des trucs relativisés comme « Ah vous savez, tout le monde fait comme ça ». Bah non. En fait, il y a encore des standards et il y a encore des attentes de la société civile vis-à-vis de leurs dirigeants, en tout cas de leurs élites dirigeantes, au sens large. Et donc, quand quelqu'un tombe, il tombe. Et il démissionne. Et ensuite, il a même dit qu'il allait aller sur le front. À voir. On pourra toujours voir s'il est en première ligne dans les Foxholes. Churchill est parti dans les tranchées après l'échec de Gallipoli et il est passé de premier lord de l'amirauté à officier. Est-ce que vous savez pourquoi il n'était pas planqué, Churchill ? On avait fait un épisode là-dessus. C'est très simple, il le dit très clairement. Il dit en fait, donc j'étais sur le front, je pouvais rester au PC, etc. Mais il y a un problème, c'est qu'ils interdisaient l'alcool dans les PC. Le seul moyen pour picoler, c'était vraiment d'être dans la ligne de front, donc il était volontaire pour aller dans les tranchées. Et voilà, ça confirme tout ce qu'on a toujours pensé sur Churchill. Juste pour terminer, il avait fait le coup de feu en Afrique du Sud aussi, donc c'était pas. Ouais, il a fait le coup de feu en Afrique du Sud, un peu d'expérience aussi. Au Malakand, etc. Non, mais il était complètement allumé, Churchill. Voilà. Mais bon, là en l'occurrence, c'est l'attrait de l'alcool qui jouait beaucoup à ce moment-là. Pourquoi c'est un peu un coup de gueule aussi, c'est que c'est aussi une pression américaine, en tout cas les Américains, la sphère MAGA et l'entourage de Donald Trump et surtout J.D. Vance s'en est beaucoup emparé parce qu'ils n'aiment pas Yermak, ils n'aiment pas Zelensky. Donc ils se sont nichés dans ce scandale pour... voilà, et donc si on le regarde dans l'angle, Washington a fait tomber le bras droit de Zelensky, c'est pas fou, mais je préfère rester sur la première partie, c'est-à-dire la accountability des élites dirigeantes dans un pays qui est encore une démocratie, ce qu'on devrait tous pouvoir admirer. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. On se retrouve dans 1 mois, 2 mois, on verra, pour un nouveau débat. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus. Les commentaires sur Apple Podcast, sur YouTube, où les émissions sont en vidéo, sur Spotify et sur les réseaux sociaux. Et voilà, et si vous avez des références historiques de quelqu'un qui a pris du pognon sans être belligérant, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.